Sur le rythme d'une musique assourdissante jouée par un orchestre de 7 personnes, 3 femmes en tenue légère dansent devant un auditoire visiblement satisfait. De notre perchoir, nous ne pouvons voir que 6 hommes dans la pièce, ce qui n'est déjà pas si mal compte tenu du nombre de personnes présentes. Tous sont allongés sur une natte et chacun enlace une jeune fille. La plupart de ces filles ont pour toute tenue un grossier maquillage. Leur jeunesse met en valeur des corps magnifiques. Leurs formes ne peuvent que susciter chez un homme normalement constitué des envies irrésistibles. Chacune se consacre à suggérer à son partenaire des activités physiques. Je n'ai aucune peine à identifier Rabat, qui se délecte d'être en si bonne compagnie. Non loin de lui, je reconnais aussi le patron du restaurant ainsi que le truand. Le restaurateur est accroupi et s'adonne à une curieuse manœuvre. Il aspire de la fumée à partir d'un instrument que je n'ai jamais vu auparavant. Il s'agit d'un morceau de bambou partant du sol en diagonale et soutenu par un trépied en bois. De la partie inférieure de l'instrument s'élève un bambou surmonté d'une petite coupole dans laquelle se consume je ne sais quel produit. Le narguilé a fait un étrange émule. Autour des convives, des bouteilles d'alcool vides ne se comptent plus. D'énormes plats de couscous à peine entamés gisent par terre. Des restes de viande et de fruits traînent un peu partout sur le sol. Quel gâchis, mon Dieu! Tandis que l'on continue à boire et à chanter, un homme essaie vainement de se lever pour récupérer le curieux instrument qui sert à fumer et que lui tend le restaurateur. Il s'écroule tout de même et se met à rire interminablement. De temps à autre, Rabat ferme les yeux et savoure les caresses de sa compagne. Par moments, un homme fait quelques pas de danse, puis, victime de son ébriété, se ravise et regagne sa place avec d'infinies précautions. Le truand n'a de yeux que pour l'une des danseuses. Il doit sans doute songer à son avenir prometteur. Un homme enlève ses chaussures, consacrant à cette opération un temps peu habituel. Tout comme Rabat, le restaurateur et le truand sont vêtus d'une gandoura ornée de motifs d'apparence animale. À l'exception de Rabat et du truand, l'auditoire est européen. Le spectacle me semble sortir droit de l'imagination d'un illuminé, d'un riche illuminé. Après une longue et attentive observation, Redouane parvient à identifier un à un les convives. Il y a là l'inspecteur de police d'El Billard, très réputé pour ses méthodes brutales et expéditives en matière d'enquête et d'interrogatoire. On lui impute d'ailleurs la responsabilité de la mort de plusieurs détenus survenus à la suite d'interrogatoires très poussés. Ensuite, il y a le patron d'un grand garage automobile. Selon la rumeur, il aurait amassé une fortune colossale en vendant sur les territoires du Maroc et de la Tunisie des voitures étrangères d'origine douteuse. Le dernier enfin est un médecin qui exerce à l'hôpital et dans son cabinet. On lui prête des thérapies peu conformes à l'usage de la profession. Il soigne essentiellement les femmes. De cette pratique particulière de la médecine, il aurait la paternité d'une dizaine d'enfants non reconnus et issus de femmes différentes. J'en ai assez vu pour la nuit. J'éprouve le besoin de m'éloigner. J'ai envie de marcher pour me débarrasser de cette sensation troublante de vertige. Nous abandonnons les lieux. Il est difficile d'exprimer ce que je ressens. Je suis complètement dérouté, pourtant j'ai envie de rire. Je souhaite oublier rapidement ce que j'ai vu, et en même temps je m'interroge sur la déconcertante vie secrète des gens. Je ne sais plus si je dois faire grief à Rabat de sa conduite, ou si je dois me reprocher mon incroyable innocence. Redouane, quant à lui, médite
sombrement en traînant les pieds. Quelque chose me dit que je ne vais pas tarder à l'entendre vociférer. Mon frère est un véritable enfant de pute, s'éclame-t-il. Pourquoi tu dis cela? Il m'a toujours soutenu qu'il ne connaissait pas l'inspecteur de police. Je ne peux pas m'empêcher de rire. Après ce que nous venons de voir, cette réaction est si insolite que je ne peux la retenir. Surpris, il me demande. Qu'est-ce qui te fait rire ainsi? Tu ne vois vraiment pas? Mais non. Tu surprends ton proxénète de frère en pleine débauche, et ce qui te préoccupe, c'est uniquement ce mensonge? Je ne sais pas s'il partage la logique de ma remarque, mais il rit lui aussi et devient de meilleure humeur. En sortant de Bab el-Oued, nous commentons ce que nous avons vu. Au port, nous fumons un peu de hashish afin de nous détendre. On va pas se morfondre toute la nuit comme des paysans demeurés, me dit Rodouane. Viens, nous allons faire la fête, nous aussi, sur le compte de mon frère. Et il m'emmène à la Casbah, au bar de son frère. Il commande 2 bouteilles de whisky et exige qu'on nous apporte la bouteille. Il prend les 2 verres et m'en offre un en me disant « Il faut tuer le mal par le mal ». Il fait descendre de l'autel 4 filles et leur ordonne de chanter et de danser pour nous. En prenant le verre, j'hésite à boire ce liquide qui sent particulièrement mauvais. De toute façon, je ne suis pas dans un état normal pour battre en retraite. Rodouane boit d'une traite la moitié du verre. Après un court répit qu'il emploie à admirer une fille danser, il vide le verre aussi sec. Constatant qu'il vient de boire son verre d'alcool comme si cela avait été de l'eau, j'estime possible d'en faire autant. Mal m'en a pris, car je n'ai pas le temps de réaliser ce qui m'arrive. Ma gorge prend feu subitement. J'ai le réflexe de cracher la boisson, mais trop tard. Je tousse comme un malade agonisant. Ma tête sursaute toute seule et je transpire à grosses gouttes. Rodouane, le traître, a voulu m'empoisonner. Quand je sors laborieusement vainqueur de cette épreuve fourbe, il me tapote l'épaule en me disant sans rire « Ne te donne pas en spectacle devant les femmes, bois comme un homme ». Je m'arme de tout mon courage en tentant de terminer dignement mon verre. Satisfait, Rodouane me congratule du regard et en profite pour me resservir. Je suis coincé et je bois comme un imbécile. Au bout du 5e verre de cette boisson diabolique, le chant des filles devient plus lointain. En voyant Rodouane se joindre à elle et danser, je me demande comment il peut encore tenir debout. Je suis solidement appuyé à la chaise car j'ai peur de m'écrouler. Je fais des efforts incroyables sur moi-même pour paraître digne parce que je suis persuadé que ma tête tourne toute seule. Et cette horrible bouteille qui ne veut jamais se vider. Ensuite, il y a un grand vide jusqu'à ce que les filles cessent de danser. À ce moment, la jolie rousse m'invite à monter dans une chambre. Je la suis sans résister. J'entends vaguement Rodouane me souhaiter une bonne nuit. Et voilà comment j'ai passé une nuit avec une femme de rêve qui sut admirablement me faire oublier les chemins de la tristesse humaine. En rentrant le dimanche à Bab el-Oued, il ne reste aucune trace de la fête, ni dans la maison, ni sur le visage de Rabat. Tout est soigneusement rangé, et Rabat ne semble avoir rien commis d'immoral. Il est insouciant. La semaine suivante débute sans changement dans mes relations avec lui. Je reprends le cours normal de mes activités dans la capitale, mais depuis, en tout cas, je n'ai plus le même homme en face de moi. Je l'observe discrètement, avec un regard plein de reproches. Je vois maintenant en lui un homme fatigué et vieilli. La volonté de vaincre n'est que la façade d'un homme diminué et qui veut encore se prouver qu'il possède la force de ses 20 ans. Mon jugement à son égard s'est transformé radicalement. Pour la première fois sans doute, j'ai la sensation d'avoir un inconnu en face de moi. Je viens de découvrir un individu étrangement éloigné de mes préoccupations quotidiennes.
L'homme estimable qui, malgré sa cruauté dans les affaires, était porté dans mon cœur comme un symbole de fierté et de grandeur, cet homme-là est bel et bien mort quelques jours auparavant. À sa place vit un homme désolant de bassesse et de platitude. Finalement, il est plus à plaindre qu'à blâmer. En un sens, je suis content de ma découverte. Rabat est descendu lamentablement de son nuage, et j'estime que sans le vouloir, nous sommes maintenant à égalité devant la vie. Il ne possède plus rien qui vaille d'être respecté. Dorénavant, je sais que ces intrigues emballées dans les solides liens de la fidélité familiale n'auront plus de prise sur moi. Curieusement, Rabat a fait preuve durant cette semaine d'une générosité remarquable. Il se propose de m'offrir 2 costumes que je m'empresse de commander à un tailleur juif de Bubbleweed. Sans le savoir, j'ai dû transmettre à ces commerçants mon admiration devant cette renversante largesse, car celui-ci, en retour, m'offre en prime une chemise blanche. Rabat, qui est autant avare de sentiments que d'explications, daigne me dire simplement « On ne sait jamais, mon fils. Le costume, c'est comme les économies. Tôt ou tard, nous en aurons besoin, mais nous ne savons pas quand. Cela revient moins cher de l'acheter quand nous n'avons pas besoin que lorsque nous le faut rapidement. Le commerçant sait quand il faut baisser ou monter ses prix juste en regardant la tête du client. S'il veut acheter sa mauvaise conduite parce qu'il redoute que j'apprenne la vérité, il fait erreur. Mais je sais que ce ne peut être le cas. D'abord, il ne possède pas l'ombre de la plus minime connaissance dans le domaine des remords. Ensuite, l'expérience a montré que la générosité soudaine dont il gratifie une personne précède toujours de peu la réclamation de son dû. Et je commence à bien connaître le bonhomme. Pas plus tard d'une journée après la réception des costumes, il me donne l'occasion de parader avec l'un d'eux. Demain, me dit-il, tu viendras avec moi voir le chef des chrétiens. La suite demain à la même heure. Vous pouvez vous abonner.